Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette conférence de Montréal placée sous le thème « Le changement vecteur d'opportunité ». Quand on pense aux enjeux actuels en santé, vieillissement de la population, pénurie de main-d'œuvre, pression croissante sur le système, explosion des données cliniques, ce thème résonne particulièrement. Oui, ce sont des défis, mais ce sont aussi des occasions uniques de repenser ensemble la manière dont nous innovons et dont nous prenons soin des personnes. Depuis plusieurs années, à l'ETS, nous contribuons à cet effort à travers des travaux en intelligence artificielle, en télésanté, en réingénierie des processus cliniques, en technologie de la santé pour la prévention et le traitement. Mais au-delà de ces technologies, c'est avant tout la collaboration qui est au cœur de nos démarches. Avec les équipes cliniques, bien sûr, les centres de recherche, les entreprises, les décideurs et aussi les patients. C'est cette volonté cette volonté de rassemblement qui nous a mené à la création de E-Tech Santé, notre nouvel institut de recherche et d'innovation en santé. Cet automne, nous aurons le plaisir d'y inviter tout l'écosystème en santé pour son lancement officiel, un moment fort pour réfléchir collectivement à ce que nous pouvons bâtir ensemble pour l'avenir de la santé au Québec. Mais innover, c'est aussi poser des bonnes questions. Comment le faire de façon responsable? Comment utiliser les données de santé comme levier d'innovation tout en assurant l'équité, la transparence et la protection de la vie privée? C'est le sujet du panel d'aujourd'hui, auquel j'aurai le plaisir de participer avec vous. Nous aurons la chance d'y accueillir Carole Jabet, vice-présidente à la recherche en santé au Fonds de recherche du Québec, Laurent Letourneau-Guillon, neuroradiologue au CHUM, Roselyne Olory, fondatrice et directrice générale de Brain Innov, Ulrich Aivoji, expert en intelligence artificielle responsable à l'ETS, et Dr Lawrence Rosenberg, président-directeur général du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Le panel, comme ça a été dit, sera animé par Anne Guyenne, directrice de l'intelligence artificielle au Conseil de l'innovation du Québec, que je remercie chaleureusement à cette occasion. Donc, je vous souhaite des échanges riches et j'espère qu'ils sauront vous inspirer et vous donner envie de contribuer à ce changement porteur d'opportunités. Merci beaucoup et bon panel. Bonjour à tous, bon après-midi. Merci, chers panélistes, d'être présents. Donc, vous voyez, on a 45 minutes avec 5 personnes d'expertise. Donc, vous allez peut-être assister à l'essor d'un nouveau jeu olympique. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de faire rayonner chacune des expertises cet après-midi à travers le thème de lien en santé, l'utilisation responsable et éthique des données. L'essor de l'intelligence artificielle fait en sorte qu'il y a eu beaucoup d'avancées, notamment en imagerie médicale, mais aussi tout dans la conception et le développement des technologies. Par contre, il y a un enjeu majeur au niveau de l'utilisation de la donnée, son accessibilité aussi. Et le besoin très large des bases de données fait en sorte qu'on doit se questionner sur son utilisation responsable, la bonne représentativité. Et aujourd'hui, on est vraiment assisté par des experts très complémentaires. Donc, c'est possible qu'il y ait des divergences aujourd'hui. C'est possible aussi qu'il y ait de la convergence. Ma première question à vous, ça s'adresse à chacun de vous. Donc, je commencerai par Roselyne. Donc, vous avez tous la première question. Selon vous, qu'est-ce qui signifie utiliser les données de façon responsable dans un contexte de santé publique? Puis, qu'est-ce qu'on oublie trop souvent de mentionner lorsqu'on parle d'éthique en données? Roselyne.
Allô? Décidément, le micro était contre moi, là. Oui, genre, quand on parle de l'IA, de la responsabilité, genre, il y a plein de facteurs là, qui entrent en jeu. Donc, on a, genre, est-ce que les algorithmes d'IA sont assez explicables? Est-ce que dans les données, il n'y a pas beaucoup de biais? Il y a beaucoup de ces choses qui ont un impact sur genre, l'IA responsable, en gros. Et vous, le docteur Letourneau? Donc, pour contexte, je suis radiologiste, donc dans ma vie quotidienne, je regarde des images de façon avec mon propre cerveau, sans assistance d'ordinateur, mais je partage aussi là, la moitié de mon temps en recherche. Là, je suis supporté par les fonds de recherche du Québec, secteur santé, et je m'intéresse vraiment à l'application des technologies d'intelligence artificielle. Puis effectivement, comme vous l'avez dit, d'un côté, on a une pression en clinique qui est énorme, qui grossit, les volumes d'examens, le vieillissement de la population, la complexité à la fois des pathologies à cause de l'avancée des traitements. Par exemple, en oncologie, on a des survies beaucoup plus grandes que quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans. Et d'un autre côté, on a cette pression croissante-là. On aimerait avoir des supports pour améliorer nos diagnostics. On est à la limite de nos capacités, des longues journées de travail. Et puis, d'un autre côté, on en accumule beaucoup de données pour lesquelles on sait que des algorithmes évoluent rapidement. Là, les algorithmes d'apprentissage automatique pourraient potentiellement nous aider dans plusieurs tâches. Là. Puis, ce n'est pas seulement dans l'analyse d'images, mais c'est dans les systèmes de soins, le fonctionnement du département de radiologie, par exemple, ou de l'hôpital. Maintenant, il y a beaucoup d'enjeux. Ça a l'air beau comme ça de pouvoir profiter de l'intelligence artificielle pour régler tous les problèmes, mais dans les faits, c'est plus compliqué. Donc, l'accès aux données, comme vous avez dit, c'est quelque chose de très important. Il faut balancer l'impact potentiel bénéfique sociétal de développer des technologies qui peuvent aider beaucoup de patients, faire des meilleurs diagnostics, améliorer les traitements, aux contraintes de sécurité de données, respect de la vie privée. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. On s'entend, la plupart des données sont conservées, mais ils sont acquises, sont conservées pour des fins médicales, pas toujours nécessairement, bien, c'est pour de fins de recherche aussi, mais ce n'est pas l'utilisation secondaire de ces données-là. Si on n'a pas de consentement explicite, c'est un sujet qu'on va discuter là, dans ce panel. Il y a toujours des questions un peu plus, disons, pointilleuse, il y a plusieurs enjeux éthiques associés à ça. Et puis, c'est souvent là où il y a une friction entre le besoin d'avoir beaucoup de données pour entraîner des modèles qui généralisent, qui sont robustes, qui sont moins sensibles aux biais, et la capacité, en fait, d'avoir ces données-là, puis de pouvoir entraîner des modèles. Donc, ça, c'est vraiment les enjeux actuellement que je vois beaucoup là, en intelligence artificielle, de façon pratique comme clinicien qui veut essayer d'appliquer ce genre de technologie-là en pratique. Là. Mais cet enjeu purement terrain est tellement intéressant parce qu'on parle de responsabilité, transparence, explicabilité, mais vous amenez un autre angle. Docteur Rosenberg, l'utilisation responsable de la donnée pour vous, comment vous la décrivez? Puis qu'est-ce qu'on ne mentionne pas assez? You know, we're living in very interesting times because we have more healthcare data today than we've ever had before. And the real question for me as someone who runs an integrated healthcare and social services network is how do you make sense of all the data? Because it isn't just data that comes from a patient sitting in a hospital bed now. We've got data that reflects the entire trajectory of care of a patient across the entire care continuum, which is something we've never had before. So that's one, I think, issue that we have today that we didn't have, you know, even 10 years ago. The other issue is we're talking about data, but what we really should be talking about is patients. And we can't forget that the data is just a digital representation of someone who is sick and requires care. And that's something we often, very often forget. Which brings me to the last point I'd like to raise is
who does the data actually belong to? Because the data is derived from individuals, and it isn't clear to me at this point whether or not individuals actually give their consent to have their data not only collected and analyzed, but then shared with basically anybody out in the cloud. And I think that is a question that still needs to be adequately discussed and resolved from an ethical point of view. Surtout qu'aujourd'hui, qui possède la donnée possède le pouvoir. Et on l'entend de plus en plus parler à travers les géants, mais à travers les fournisseurs aussi des différents services. Merci, Dr. Rosenberg. Carole, ta perspective? La même question, mais je vais avoir une proximité de pensée avec les collègues qui se sont exprimés avant, donc ça va devenir de plus en plus difficile d'être innovant dans la réponse, hein. Donc je m'en excuse. Je vais venir quand même d'un point de vue peut-être un peu plus holistique encore par rapport à ce qui a été mentionné. Je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes en disant qu'on a des systèmes de santé partout, pas seulement au Québec, pas seulement au Canada, qui atteignent leur capacité à répondre aux besoins d'un point de vue de volume, d'un point de vue financier. Donc, on est vraiment dans des systèmes qui sont extrêmement stretchés. Donc, il faut être capable de regarder les transformations de nos approches de santé d'une façon différente. Et ça veut dire comment est-ce qu'on va travailler d'un point de vue recherche, innovation sur les maintiens optimaux d'état de santé. Mais si je commence à parler de maintien optimal d'un état de santé, je vais amener la notion de diversité de données. Donc, je pense que ça, pour moi, ça fait partie de la responsabilité de l'utilisation. Il faut qu'on soit capable de fournir et de donner accès à cette diversité-là qui va nous donner après les solutions dont on a besoin. Ce qui va arriver aussi comme corollaire à ça, c'est aussi une notion de solution et de précision. Donc, je ne crois pas qu'il soit vrai de penser que les solutions sont universelles. On a des systèmes de santé qu'on dit universels, ils ne le sont pas tant que ça. Puis les solutions vont correspondre non pas à une population, mais à des sous-groupes de nos populations, vulnérables, pas vulnérables. Donc, cette représentativité-là doit faire partie de la responsabilité. Arrive avec ça la notion, et donc ma responsabilité, elle est multidimensionnelle. Avec la notion de responsabilité arrive la notion de transparence, la notion de partie prenante. Dr. Rosenberg l'a dit mieux que moi. Et la dernière dimension que j'amènerai à la notion de responsabilité est une notion temporelle. On n'a pas toute la vie pour utiliser les données. Il y a une fenêtre de temps qui est là. La fenêtre de temps va se répéter, mais pas toujours avec les mêmes sets de données. Donc, on n'a pas le loisir que d'attendre après 2 ans, 3 ans pour être capable de démarrer un projet. Les données, on en a besoin maintenant, telles qu'elles sont maintenant. Elles décrivent une autre réalité, pas notre passé, même si c'est intéressant de regarder le passé parfois. Il y a ce contexte urgent aussi. C'est maintenant. Ulrich? Ouais. Donc, pour moi, je vois les deux questions. Le premier, il y a différents principes qu'on évoque quand on parle d'utilisation responsable. On va entraîner des modèles sur ces données, donc on aimerait avoir de la transparence, on aimerait avoir des décisions qui ne montrent pas de différence de qualité sur différents sous-groupes démographiques. On parle aussi de protection des renseignements personnels. Donc, un premier point où moi je vois qu'on ne voit pas directement, c'est comment ces différents principes interagissent. Par exemple, on veut un modèle performant, un modèle qui marche pour tout le monde. Des fois, ça va forcer à aller chercher des informations démographiques, donc plus d'informations. Et donc, ça va un peu à l'encontre du principe de minimisation des données qu'on veut garantir quand on collecte des données ou quand on parle de protection du privé. Un autre aspect que je pense qui mérite de regarder, c'est la notion de propriété des données. On voit que la majorité des législations, c'est comme centré sur l'individu, le droit d'un individu sur ses données, mais la donnée, des fois, ça appartient pas à une seule personne. Donc, ça peut être la donnée d'une communauté. Dans le domaine médical, on a des données génomiques qui peuvent... tu donnes ton consentement, mais tu aussi, si on utilise la donnée, on peut apprendre des choses sur d'autres membres de ta communauté. Donc, ça soulève des questions de quelle forme va prendre le consentement à mesure où on va aller sur des données qui sont très riches
et qui peuvent relier plusieurs personnes. Donc, on a ici des gens qui utilisent la donnée, on a des gens qui collectent de la donnée, mais il y a des gens aussi qui donnent de leur consentement pour pouvoir s'impliquer au niveau de l'avancement de la recherche. Et je m'adresse à toi, Carole, dans ton rôle au FRQ. On est justement dans un système qui demande de plus en plus d'ouverture des données, qui demande discernement, gouvernance, rigueur éthique. Comment on fait concrètement pour impulser des comportements responsables chez les chercheurs et les institutions? Pour le bénéfice de la salle, on a un peu triché. C'est la question qui m'a un peu agacée quand je l'ai reçue cette fin de semaine, en se disant, mais mon Dieu, est-ce que la communauté scientifique est aussi irresponsable qu'elle a besoin d'impulser une responsabilité? Donc, je pense que, et puis je te remercie de cette question-là, parce que ça permet un petit peu de corriger le tir. De manière générale, et tout n'est jamais blanc ou noir, il y a du gris dans la société, puis c'est ce qui en fait probablement sa richesse, mais la communauté scientifique est quand même relativement responsable, probablement du fait de son interdisciplinarité. On a des disciplines qui s'interpellent, des disciplines qui se challengent pour se poser la question de ce que nous sommes en train de poser comme gestes. Sont-ils les bons gestes? Donc je pense que ça, c'est important à rappeler. Puis si on ne me croit pas dans la salle, on parle beaucoup des principes FAIR dans la mobilisation des données. Et les principes FAIR, en fait, émanent d'une réflexion scientifique collective publiée dans un article de Nature où la communauté s'est auto-interpellée en disant on ne peut pas continuer tel qu'on fait, puis on doit avoir un comportement beaucoup plus responsable vis-à-vis de notre mobilisation des données qui passe par, elle doit être trouvable, reproductive, partageable, etc. Donc, je pense que ça, c'est le premier point à rappeler. Donc, maintenant, l'autorégulation, ça ne suffit pas non plus. Je pense que l'autorégulation, ça fonctionne si on est capable de la disséminer, de la partager, de partager nos principes. Puis je pense que c'est là que les agences subventionnaires, en collaboration avec la communauté de recherche, puis avec les institutions, viennent trouver un rôle intéressant en énonçant des principes, en rappelant des attendus, puis en poussant probablement la pensée un petit peu plus loin. C'est des choses, puis c'est pour ceux qui m'ont déjà entendu, j'ai l'air de radoter, là. Pourtant je ne suis pas encore si vieille que ça, mais c'est des mouvements qui ont trouvé leur place dans le monde de la génomique. Quand on a développé les efforts en génomique, puis regardé comment est-ce qu'on pouvait mieux comprendre et mieux exploiter l'information d'un génome, on a inventé les principes GELS. Alors, comment est-ce qu'en même temps qu'un génome technologiquement qu'on est capable de décoder, on se pose les questions sur les enjeux d'éthique, les enjeux légaux, les enjeux économiques, les enjeux sociaux que ça veut dire. Donc, est-ce que j'ai le droit, à un moment donné, d'avoir un ADN qui va être divulgué à ma compagnie d'assurance? Rien ne nous empêche, et au contraire, c'est une impulsion qu'on peut donner, d'avoir la même réflexion imbriquée en termes de pensée, donc animée sciences sociales, sciences humaines, sciences technologiques, sciences de la santé, en termes de mobilisation des données de santé. Donc, c'est des choses qu'on réfléchit, mais le message clé, c'est j'ai beaucoup de dossiers de conduite responsable en recherche parce qu'à un moment donné, on a fait des choses pas bien, très peu concernent l'utilisation des données. Mais je pense que c'est important de ramener justement à la réalité, puis on est dans un écosystème assez complexe, puis dans les différentes dimensions, comme tu dis, Carole, il y a eu des dossiers, vous les avez regardés, mais vous encouragez aussi tous les principes FAIR et CARE. Je pense que ça demande beaucoup de courage d'action. Puis en parlant de courage d'action, on a ici Dr. Rosenberg qui a poussé vraiment les frontières de l'utilisation de l'intelligence, de la donnée et de l'intelligence artificielle, mais notamment en mettant en place le premier Command Center ici à Montréal pour le réseau de la santé. Puis le réseau entier est vraiment très reconnaissant du courage que vous avez eu de dire on va utiliser la donnée. Donc, moi, j'ai une question pour vous. Is it still ethical to not use available data when it comes to improve patient outcomes, especially in a system focused on cost containment? What does responsible use look like when data is already there but underused? I think it's absolutely critically important that we understand why we're collecting data
it starts with the patient. It doesn't start with the data. And this is something that's very difficult for governments in general to understand. And I can certainly speak in the context of the Canadian healthcare system and the Quebec healthcare system, and I'm sure it's the same for many of you who have publicly funded healthcare systems as well. The focus of the politicians and the fonctionnaire, the bureaucrat, is on what we call process indicators, which speaks to volumes of activity and cost containment. What's important for clinical professionals, and certainly for patients and their families, are not the process indicators, but it's the clinical outcomes. And so when we speak about data, we speak about clinical data, and that's what needs to inform our incisions. So if there is data out there that's being used for something other than improving access to care and the quality of care, then I think that's ethically problematic. And for you, what's the risk of over-optimizing versus the quality of care? So again, for me, it all comes back to quality as the most important determinant of what we should be doing. And in today's context, rather than using the word quality, we use value, which is really an expression of what's important for patients and their families in terms of patient important outcomes, but also the cost entailed in trying to deliver those particular outcomes that are important for patients. We can't divorce the two, but what's important for patients are the outcomes, not the cost. What's important for governments are the costs, not the outcomes. And therein lies a certain tension that has yet been adequately resolved, I don't think, anywhere in the world. Il y a quand même un grand jeu d'équilibriste ici, puis vous dirigez un hôpital. Dr. Letourneau, Guillaume, vous êtes sur le plancher, au CHUM notamment. Puis on doit concilier quand même dans un contexte québécois en mouvance l'accès massif aux données de façon locale, maintenant et tout de suite, pour donner des diagnostics aux patients. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer dans nos pratiques d'accessibilité à la donnée, d'infrastructure de la donnée pour justement atteindre cette science ouverte-là tant voulue au Québec? Oui, c'est une excellente question. C'est un sujet très vaste. La donnée, dans sa forme brute, ce n'est pas une donnée qui est facilement utilisable ou interutilisable d'un centre à l'autre. Donc, on a des systèmes informatiques, de systèmes de données de différentes sources qui ne se parlent pas nécessairement. Comme clinicien, en pratique, on a beaucoup de systèmes à ouvrir pour aller chercher une information, une autre information. Puis comme chercheur, c'est la même chose. Puis vous pouvez penser que d'un hôpital à l'autre, ce n'est pas les mêmes systèmes. Donc tout ça, c'est des freins là, à faire de la science à large échelle sur des grandes bases de données, des données entre guillemets massives. Donc ça, je pense que ça peut avoir l'air anodin, là, mais c'est ce genre de projet-là, de développer des modèles, c'est souvent 70 à 80% du temps de développement là, pour ce genre d'algorithme-là. Donc, il y a des efforts de standardisation à faire. Il y a des standards internationaux là, qui existent là, quand même pour standardiser des types de données. Mais en pratique, dans les hôpitaux, pouvoir avoir accès à ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont les capacités de le faire. C'est des espèces d'experts en développement de modèles ou d'aller chercher des bases de données. Je pense qu'il y a des besoins d'infrastructures au niveau québécois. C'est sûr qu'avec le dossier Santé Québec, les archives provinciales pourraient ouvrir une standardisation, un partage plus facile des données. Ça, je pense que ça pourrait aider parce que c'est un frein actuellement. Là. C'est, comme Cara-Jabel mentionnait, là, il y a un certain degré d'urgence. Puis moi, je peux le dire, là, pour des projets que j'ai, ça fait 3 ans que j'attends mes données encore. Là, puis il y a encore beaucoup de nettoyage à faire. Là. C'est une tâche très longue. C'est un frein. C'est un frein, c'est une opportunité manquée. Ouais. Mais il y a quand même les différentes lois, la loi 5, notamment pour garantir l'utilisation des données en santé par les chercheurs. Pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins la loi 5, je me tournerais peut-être vers Ulrich, puis je vais vous reposer la question, Dr. Letourneau, tout à l'heure, mais juste expliquer, vulgariser un peu quelle est la loi 5. Okay. Ben, ça va encadrer comment les données personnelles peuvent être utilisées dans le domaine de la santé. Donc, ça définit certains thèmes clés comme qu'est-ce que c'est qu'un chercheur,
qui utilisent des données, définir le cycle de vie d'une donnée, donc à partir de la collecte, la notion de consentement et qu'est-ce qui arrive une fois que le but pour lequel les données ont été collectées est atteint. Donc, notamment, ça parle de la destruction ou de l'anonymisation. Donc, je pense que pour rebondir sur les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une fois que le consentement est obtenu, normalement, on peut fonctionner comme on a l'habitude de fonctionner puisque le but est défini. Les enjeux, c'est plus comment partager les données. Des fois, ça va au-delà de ce qui a été obtenu dans le consentement. Donc, ça soulève les questions de quelles sont les bonnes méthodes pour partager. Ou quand on entraîne un modèle sur les données, on va probablement l'utiliser au-delà de son temps. Donc, juste pour résumer, ça... Oui, mais je trouve que c'est fascinant parce qu'on a des dispositions, on a la volonté, on a peut-être l'infrastructure. Je me retourne encore vers vous, Dr. Letourneau-Guillon. Qu'est-ce qui manque alors pour que cette science ouverte-là fonctionne? Question difficile. Question piège. Bien, il y a plusieurs les éléments, je crois. Premièrement, s'il y avait un consentement général en rentrant à l'hôpital et qu'on puisse utiliser les données, c'est sûr que ça faciliterait les choses. Je ne veux pas dire que c'est nécessairement la solution, mais quand on parle de données massives, là, on veut retourner sur des données souvent rétrospectives qui ont été recueillies, puis on veut les utiliser sans consentement pour une autre fin. Puis c'est là où c'est problématique. Puis la notion aussi de renseignement personnel, c'est pas seulement maintenant avec les technologies de réidentification qui évoluent, c'est pas la date de naissance, le nom, le numéro d'assurance maladie. Ça peut être des images médicales pourraient potentiellement aider à faire de la réidentification. Et puis là, je pense qu'actuellement, il y a une espèce de flou là, dans la loi là-dessus. Donc parce que s'il y a vraiment des éléments de renseignement personnel, ça nécessite quand même des contrôles de sécurité puis des infrastructures quand même avancées là, pour éviter là, des fuites de données. Puis tout ça, c'est important pour préserver la confidentialité des patients, mais c'est aussi souvent des freins, c'est des éléments de friction dans les projets et puis dans le développement de ce genre de développement de modèles d'intelligence artificielle, de modèles prédictifs. Donc, ça, c'est des éléments où les dispositions de la loi, oui, sont là pour protéger, mais en pratique, sur le terrain, l'application puis les conséquences actuelles, je pense, en recherche et en partage, font en sorte que ça freine plutôt que ça facilite, du moins pour l'instant. Peut-être que ça va changer, je l'espère. Et puis, comme je l'ai dit aussi, sinon, après ça, il y a standardisation, partage de données, tout ceci qui doivent être mis ensemble pour que ça marche de façon optimale. Puis vous mentionnez tout à l'heure justement l'entraînement des modèles, puis je vais me retourner peut-être vers Ulrich pour cette question. C'est comment on fait en sorte que les modèles d'IA ne creusent pas d'inégalités déjà existantes au niveau de l'accès des soins. Puis je pense que ça, c'est un de vos batailles, de cheval de bataille. Puis quel genre de méthode est-ce qu'on pourrait mettre en place pour diminuer ces inégalités-là? Okay. Donc, la première étape, pour moi, ça consiste à voir les systèmes d'IA comme des systèmes qui sont sociotechniques, dans le sens où les données qu'on utilise, ce n'est pas juste abstrait, c'est issu de processus humains. Donc, il faut prendre en considération ce contexte-là. Et puis, donc ça aide à la décision. Donc, une fois qu'on a pris cette perspective sociotechnique, il faut éviter des erreurs d'abstraction qui vont creuser les inégalités. Une de ces erreurs, c'est les pièges de la portabilité. Donc, quand on définit un système qui va traiter sur des humains dans un environnement, on ne peut pas prendre pour acquis que ça va forcément marcher dans un autre. Donc, il faut à chaque fois refaire la boucle pour bien comprendre les spécificités d'un environnement, comprendre que le modèle n'a peut-être pas bien généralisé si on le prend d'un domaine à un autre. Il faut aussi regarder l'effet que l'utilisation de l'IA peut avoir dans les processus humains. Donc, comment ça peut changer les jugements. Ça va conduire, en fait, d'autres données vont être produites dans l'utilisation de l'IA et que ça peut aussi perpétuer certains biais. Donc, il faut prendre aussi en considération cet aspect-là. Donc, si on suppose que tout va bien, qu'on a fait cette prise de position, après, il y a des méthodes qui vont être, si on a de la bonne donnée, on peut appliquer différentes méthodes et regarder un peu pour le type des décisions qu'on veut prendre, quel est le type de mesure qu'il faut regarder, quelle est la bonne mesure de performance, comment cette mesure peut varier à travers des groupes. Donc, il y a différentes notions
de ce que c'est que le préjudice algorithmique qui vont émerger en fonction de ça. Et ensuite, ça va être les adresser. Mais je pense que le point de départ, c'est de déjà voir ces systèmes comme des systèmes sociotechniques. Donc, regarder toute la boucle. Qui sont les utilisateurs finaux? Donc, c'est les médecins qui vont l'utiliser, c'est eux qui vont mettre les données. Donc, il faut vraiment prendre en considération comment ils fonctionnent pour que la donnée qui sera collectée dans ce processus-là soit le moins biaisée possible. Vous amenez aussi le principe d'explicabilité. Vous amenez le principe aussi de comprendre quelle est la chaîne de valeur totale de la donnée. Donc, comment concilier explicabilité et protection de la vie privée? Okay. Donc, quand on parle d'explicabilité, je pense que dans le domaine médical, un médecin veut comprendre comment le modèle qui lui donne des recommandations prend des décisions. Donc, les méthodes d'explicabilité sont souvent utilisées pour atteindre cet objectif-là. Donc, ça va viser plus à présenter de manière compréhensible pour un humain le schéma de décision d'un modèle. L'enjeu avec l'explicabilité, c'est que plus on explique un modèle, plus on donne des informations non triviales sur le modèle et donc des données qui ont contribué au modèle. Donc, ça peut aussi soulever des problèmes par rapport à la vie privée. Donc, ça rejoint ce que je mentionnais tout à l'heure, que certains principes peuvent être en conflit. On ne peut pas être complètement transparent sur un système et à la fois protéger les données. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut définir des hiérarchies par rapport à des principes ou est-ce qu'il y a des scénarios, il y a des situations où on doit vraiment considérer des enjeux? Et je pense que là, c'est là qu'on va aussi reconsidérer le fait qu'on n'est pas sur un système technique. Donc, prendre en considération tous les acteurs et puis décider qu'est-ce qui peut être priorisé ici, quel impact ça peut avoir sur les différentes parties concernées. En vous entendant, on voit quand même qu'il y a toute une science pour arriver à comprendre. Il y a des gens terrain aussi qui désirent comprendre. Il y a des patients qui désirent comprendre qu'est-ce qui se passe avec leurs données. Donc, j'ai comme l'impression, Roselyne, vous avez une start-up en IA, vous avez toute mon admiration parce que j'entends les différents enjeux. Comment bâtir alors un système qui amène la confiance autant chez les patients que les cliniciens autour des systèmes qui peuvent sembler opaques, même si ce n'est pas opaque. Ça peut être opaque pour plusieurs raisons différentes, notamment au niveau de la littératie. Donc, j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Déjà, là, moi, j'entrevois 2 volets. Donc, il y a le volet patient, le volet les médecins, les cliniciens. Déjà, du volet des patients, c'est sûr qu'il faut les rencontrer, là, connaître leurs attentes, c'est quoi leurs craintes aussi, pour pouvoir insérer cela dans le système. Également, démocratiser un peu l'IA, là, leur dire ce qu'on développe, c'est un outil d'aide pour aider les médecins à prendre la décision. Ce n'est pas l'IA qui prend la décision finale, c'est vraiment le médecin qui prend la décision. Et l'IA est juste là pour optimiser, pour aider le médecin à optimiser vraiment ses tâches. Du côté des médecins, je dirais, il faut beaucoup de transparence. Là. Il faut être vraiment clair avec eux par rapport à la fiabilité du système. Il faut les inclure dès le départ, dès qu'on commence à développer le système, le faire avec eux. Également, il y a la notion d'explicabilité aussi qui revient là. Pour nous, c'est vraiment important que, quand le système fait un diagnostic à la fin, il fait une prédiction, right? Mais tout ce sur quoi le système s'est basé pour faire la prédiction, l'idée, c'est de pouvoir le présenter au médecin. Donc, le médecin, il a une idée de, OK, le système s'est basé sur tel pour me faire cette prédiction-là. Et si lui, il trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il a la possibilité de pouvoir rajouter des commentaires. Et ça aide aussi le système à pouvoir s'améliorer. Donc, ça, c'est des façons de faire qui peuvent aider aussi là, pour l'adoption. Donc, vous incluez le clinicien dans la boucle de développement des itérations rapides. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un échantillonnage de, par exemple, des questions, des attentes éthiques que les cliniciens vous amènent à la table de développement? Oui, les cliniciens, c'est sûr que déjà, ils veulent comprendre. Ils ne veulent pas comme une boîte noire, là. Ça, c'est une inquiétude. Là. Ils ne veulent pas juste un système qui fait une prédiction et puis ils ne veulent pas savoir, ils ne savent pas sur quoi le système s'est basé pour prendre la décision. L'autre chose aussi, c'est un peu de réticence là, face à l'IA, mais ça, le fait de les inclure dès le départ, le fait aussi de travailler avec eux sur le développement, ça aide beaucoup. Là. Merci beaucoup.
Carole, j'ai envie de te demander une très, très grande question. Justement, tu parlais tout à l'heure de raligner les flûtes un peu, mais dans ton rôle, tu as quand même vu plusieurs projets émerger. Est-ce qu'il y a un projet porteur d'espoir ici ou ailleurs que tu as vu et tu dis, hey, ça, on devrait le mettre en place? Puis, je vais rajouter une autre couche sur ma question sur qu'est-ce qui t'inspire le plus en ce moment dans le domaine de l'IA, le domaine de la donnée? Oui, j'ai vu des projets extrêmement inspirants. J'en ai vu se développer, puis c'est vraiment intéressant de les voir maintenant transformés en start-up, en entreprises qui s'installent au fur et à mesure dans des établissements. Puis j'en ai plusieurs en tête, puis je vais quand même les partager. C'est le premier que j'ai en tête est devenu la compagnie Grey Oncology, puis j'ai pas d'action dedans, alors c'est pas grave. Mais c'est un projet qui est en fait un projet de cédule de rendez-vous en oncologie et comment j'optimise mes rendez-vous en oncologie entre le premier traitement, les traitements en répétition, les ressources humaines infirmières qui sont disponibles et comment est-ce que j'évite de prendre un crayon papier, un crayon de bois et une gomme, puis que j'essaye de faire rentrer tout ça dans un échéancier, mais qu'au contraire, j'ai un outil qui m'aide à l'organiser. Développé à l'Université de Montréal, à l'École polytechnique plus exactement, Nadia Larici qui est à la tête de ça. Et c'est fascinant, c'est un projet que j'ai entendu pour la première fois en 2018, de le voir maintenant s'implanter et de voir comment d'un projet qui est un projet de rationalisation en fait des ressources, il est devenu aussi un projet qui accompagne les patients dans leurs rendez-vous, qui vient les chercher à domicile, qui essaye de faire qu'ils aient une expérience de traitement la plus optimale possible. Moi, ça me donne confiance des projets comme ça, pour plein de raisons, parce qu'ils vont toucher à plusieurs disciplines, parce qu'ils mettent en vis-à-vis différentes expertises, parce qu'ils ont la préoccupation du patient, et parce qu'ils sont des vraies solutions pour les gestionnaires dans nos établissements. Donc ça, c'en est un. C'est sûr que dans les projets chouchou, j'ai les projets de casques virtuels pour les enfants autistes qui ne sont pas capables d'avoir une interaction directe avec le clinicien humain, mais pour lequel le casque leur permet d'un seul coup d'établir des connexions. Mais mon Dieu, je pense que c'est vraiment aidant pour les patients. Donc, on voit à un moment donné, les projets qui retiennent mon attention sont des projets qui sont des porteurs de solutions pour différents forums puis différentes cibles autour. Dans ce qui m'anime, dans le message qu'on peut retenir à travers ça, c'est qu'aucun de ces projets-là n'est possible si on est assis chacun de notre bord de la table. Puis pour moi, ça, c'est vraiment un message que j'ai appris plus à la conférence de Paris en début d'année. C'est plus on va être capable de s'asseoir du même côté de la table. Et donc pas dans une position de on essaye de négocier, mais dans une position de on collabore. Et qui est le on? Le on, c'est chercheurs, innovateurs, entrepreneurs, décideurs, gestionnaires. Plus on va accepter qu'on développe ensemble, qu'on implante ensemble, qu'on change la technologie ensemble, plus, à mon avis, on sera dans le bon rythme pour ces innovations-là. Excellent, merci beaucoup. Puis, justement, tu l'amènes, il y a toute cette chaîne de personnes à mettre autour de la table, notamment les cliniciens. Donc, je me tourne vers vous, Dr. Letourneau-Guillon. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment? Je pense qu'on est surchargé. Il y a beaucoup de promesses dans l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'on veut voir ça comme ça vient nous aider, mais on a peur aussi en même temps. Donc, c'est comme à double tranchant un peu. Hein? On ne veut pas se faire remplacer. Il y a beaucoup de tâches fastidieuses qu'on fait où c'est pas nécessairement une tâche difficile, mais c'est une tâche qu'on doit faire de façon soutenue, puis qui est qui peut être très... on peut se fatiguer facilement. Je pense que là, les systèmes peuvent nous aider, puis je pense que ça peut améliorer les diagnostics, diminuer les erreurs, améliorer les soins aux patients. Puis je pense que ça, c'est vraiment... ça serait vraiment utile de pouvoir d'avoir accès à ce genre d'outils-là. Je suis en radiologie, donc d'identifier des fractures, identifier des hémorragies au niveau du cerveau, des métastases, des choses comme ça, pour être sûr de tout bien cartographier, faire les meilleurs diagnostics et traitements.
De façon plus récente aussi, on voit qu'il y a un changement de paradigme d'aller sur des modèles qui sont supervisés pour des tâches spécifiques, à des modèles multitâches, des modèles fondation. C'est fascinant, ça fait peur en même temps. Des modèles texte-image, vous savez, vous pouvez utiliser ChatGPT, vous demandez de créer des images, ou vous donnez une image, il va pouvoir vous décrire ce que c'est, mais avec les images médicales, il pourrait faire la même chose. Maintenant, il y a beaucoup d'enjeux là-dessus, parce que ça, c'est exactement le travail que je fais. Puis, on a peur de se faire remplacer. Puis l'autre chose, c'est le biais. On en a parlé un peu tout à l'heure, le biais d'automation. Hein. On est influencé par ce qu'un modèle peut nous dire. Donc, notre jugement est même si on a des systèmes cliniciens dans la boucle, là, Human in the Loop, va être teinté là, par ces prédictions-là. Une fois qu'on se fait influencer par un modèle, ça va influencer nos décisions. Donc, c'est un côté qui m'inquiète quand même. Puis, je n'ai pas de bonne notion. Il y a quelques études qui montrent ça. C'est plus problématique chez les personnes qui ont moins d'expérience, mais ça peut toucher même des personnes avec beaucoup d'expérience. Donc, un gros potentiel de retombées, mais en même temps, une autre facette potentielle de danger, aussi avec les hallucinations sur des modèles génératifs, hein, des fausses pathologies, puis faire confiance, on le sait, hein, avec ChatGPT va nous répondre de façon très confiante, mais parfois complètement erronée, dans des applications critiques, comme en médical ou pour des véhicules autonomes. Ça prend beaucoup plus d'alignement. Donc, beaucoup de potentiel, mais en même temps, beaucoup de dangers, beaucoup de questions éthiques. Vous amenez beaucoup de points, puis moi, j'apprends beaucoup avec des mots de vocabulaire grâce à l'intelligence artificielle. Donc, tu sais, le mot hallucination est revenu de plus en plus parce que, justement, l'IA ne dit pas toujours la vérité. Il y a Flagorner aussi, tu sais, si vous n'avez pas entendu, c'est une IA qui est très, très charmante. Donc, il va même vous convaincre que vous êtes bon, vous posez des bonnes questions. Donc, ça l'amène beaucoup de volets éthiques. Volet aussi sur la façon que ces modèles-là sont montés. Donc, je vais me tourner vers vous, Ulrich. Quelles sont vos différentes inspirations du moment? Puis, est-ce que vous avez vu des projets ici ou ailleurs là, qui peuvent vous inspirer à faire mieux dans le domaine d'IA responsable? Oui. Un des points qu'on a dit, c'est comment maximiser l'utilisation des données. Donc, moi, ce qui me passionne le plus, c'est comment développer des outils qui vont nous permettre de tirer au maximum le potentiel des données, mais en même temps, comme respecter ces différents principes-là. Par exemple, les législations sur la protection de données peuvent empêcher le partage des données, mais en même temps, il y a du développement de méthodes qui peuvent nous permettre de manière collaborative d'entraîner un modèle, donc tout en gardant les données bien en local au niveau des différents participants ou des différentes cliniques qui sont impliquées. Donc, ces stratégies d'entraînement collaboratif me passionnent sur, la manière dont ça peut résoudre le problème de la protection, mais aussi ça donne une certaine forme de souveraineté. Ça peut faciliter la souveraineté de données où on sait tous que ce qui arrive une fois que les données sont centralisées sur une plateforme, ça peut changer du jour au lendemain. On peut pas savoir comment ça va s'orienter. Mais si on garde cet aspect souveraineté, ça peut donner naissance à une nouvelle façon de développer des technologies qui vont bénéficier, qui vont tirer profit des données, mais aussi peut-être réfléchir plus à une manière de donner en retour aux personnes ayant contribué à ces données-là. Donc, ces approches me passionnent dans ce sens-là. Roselyne, on se voit dans un an. Où est-ce que ta compagnie est rendue? Puis, c'est quoi tes plus grandes aspirations pour Brain Innov? J'aimerais que Brain Innov puisse davantage aider les médecins. Donc, à partir de données, l'idée, c'est de pouvoir extraire le plus d'informations possible pour pouvoir faire des diagnostics. Parce que, docteur le disait tantôt, là, ils ont beaucoup de données. Des fois, il y a des tâches qui sont répétitives, qui doivent faire plusieurs fois. Vous imaginez, vous allez dans un hôpital, il y a des milliers de données qu'un radiologue, bien un clinicien doit analyser. Fait que ça leur prend du temps. Des fois, il y a l'erreur humaine qui est là-dedans. Des fois, il y a des features là, qu'on n'arrive pas à voir visuellement, qui sont dans les données qu'on peut extraire. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur faciliter la tâche et surtout de ne pas les remplacer là, parce que l'IA n'est pas là. On ne peut pas remplacer le médecin, le radiologue, on ne peut pas les remplacer, mais on peut vraiment mettre à leur disposition des outils qui vont les aider, qui vont vraiment optimiser les tâches et qui vont vraiment aider aussi les patients, réduire les durées d'attente et puis optimiser le système de santé.
Docteur Rosenberg, j'ai fait exprès pour finir avec vous parce que vous avez tellement mis de projets d'innovation en place. Vous avez un écosystème complexe aussi. Vous avez des cliniciens qui ont peur de perdre leur emploi. Vous avez des entreprises qui veulent venir aider et soutenir l'écosystème en santé. Vous mettez en place aussi des versions nouvelles d'accessibilité de la donnée. Où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Puis c'est quoi la prochaine étape? What's next for you? Well, the inspiration obviously comes from our patients. We're there to do what's best for them. And if we can't, then the problem resides with us, not with them. But in terms of what's next, I think from the point of view of healthcare stewardship, you have to appreciate that the largest cause of waste in any healthcare system is what's called care variation. And I think the real promise, the untapped potential of AI is going to be in reducing care variation by contributing to improving appropriateness of care. And by doing that, the quality of care will increase and the cost of care will decrease, and that will contribute towards the sustainability of each of our healthcare systems. And I think that really is something to work towards. I think from a technical point of view, that's perfectly feasible given the amounts of data currently available in order to institute that kind of a paradigm. The challenge is not going to be technical. The challenge is going to be what we call adaptive, in that we need to start convincing the healthcare professionals, doctors in particular, to actually consult their own data. I can tell you categorically that if you go out and ask 100 doctors to tell you what their own personal performance is with respect to particular procedures if they're surgeons, nobody can tell you. They'll say it's because they don't have the data. There may be other reasons. So I think that really is the challenge going forward. Carole, est-ce que tu veux réagir? Non, je ne veux pas réagir parce que je trouve que c'est vrai, mais en même temps, c'est la beauté d'une donnée. Je crois que pour améliorer un système, il faut qu'on soit capable de mesurer ce système. C'est peut-être un petit peu naïf, mais quand même, là, il y a quand même une portion de vrai. Si je fais du sport, je vais aller minuter combien de temps j'ai mis pour courir autour du bloc, puis je vais me donner comme défi de mettre un petit peu moins de temps pour courir autour du bloc. Donc, je trouve que c'est ce qui résonne avec le propos de Dr. Rosenberg. Donc, je trouve que c'est très juste. Je trouve que c'est là où peut-être, tu sais, on pourrait reboucler avec le début de tes questions. On peut l'aborder d'un point de vue de la donnée, de la mesure, etc. Je pense qu'on pourrait reboucler avec la gouvernance, d'où asseyons-nous tous du même côté de la table. Et dans cette gouvernance-là, je pense qu'il y a une partie citoyenne patiente qui est importante aussi. Patient partenaire, ça aide à bouger dans les directions. Et merci beaucoup, Carole. Merci, Dr. Rosenberg, Dr. Letourneau-Guillon, Roselyne, Ulrich. Ce qu'on retient aujourd'hui de ce panel, c'est le volet faisabilité. Je pense qu'avec le sentiment d'urgence que vous devez énoncer tous les jours dans votre quotidien, c'est quelque chose qu'on doit retenir parce que la donnée, elle est disponible maintenant aujourd'hui. On a des dispositions, on a la gestion du changement, on a des entreprises. Donc, allons-y avec une IA responsable. Allons-y aussi pour l'ouverture de la donnée dans cette science ouverte. Donc, merci encore à tous. Merci beaucoup. Bon après-midi.